Assalamu alaikum. Ma'akoum Ustad Rami Mohamed, enseignant-chercheur à la faculté SNV de l'université Oro 1. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit cours intitulé l'infection tuberculeuse. Donc à la fin de ce cours, vous serez en mesure de connaître les principaux agents causaux de la tuberculose, faire la distinction entre les différentes formes de l'infection tuberculeuse, comprendre les principales interactions entre l'hôte et le pathogène, avoir un aperçu sur les différentes techniques de diagnostic de la tuberculose et finalement avoir une idée sur les traitements antituberculeux actuellement utilisés. Donc le plan du cours sera comme suivant, donc un petit point historique et généralité, puis on décrira un petit peu l'agent pathogène, puis on passera à l'histoire naturelle ou l'interaction hôte-pathogène pour passer au diagnostic et finalement au traitement de la maladie. Donc d'un point de vue historique, il faudrait savoir que la maladie, la tuberculose, est une pathologie qui a accompagné l'être humain depuis son existence. Pour preuve, de nombreuses traces génomiques d'ADN de mycobactéries ont été retrouvées sur des vestiges humains datant de plus de 9000 ans avant Jésus-Christ, donc en Palestine, 5400 ans en Égypte et un peu partout dans le monde. Vous avez aussi même des traces d'ADN mycobactérien dans des restes d'animaux qui datent de même 17 000 ans avant Jésus-Christ. Donc un peu plus tard, en 1907, mise en place de l'intradermoréaction à la tuberculine par Charles Mantoux. Puis en 1921, c'est l'invention du premier vaccin, et l'unique vaccin d'ailleurs, le BCG. Puis en 1944, premier antituberculeux qui est découvert, la streptomycine, donc qui a révolutionné vraiment la thérapeutique antituberculeuse. 1998, les outils de biologie moléculaire sont développés et le génome est séquencé de Mycobacterium tuberculosis. Et on terminera par 2014 avec le projet ANTTB lancé par l'OMS qui vise l'éradication de la maladie à l'horizon de 2030-2035. Donc cette maladie est une maladie transmise essentiellement par voie aérienne, même si une voie accessoire, la voie digestive, notamment par la consommation de laitage cru, est une voie possible. Donc suite à la contamination, on développe ou bien une forme pulmonaire, la forme la plus connue par le grand public, avec les cavitations qui la caractérisent, et la nécrose caséeuse, ou les formes dites extrapulmonaires qui peuvent toucher n'importe quel organe du corps humain, que ce soit le cerveau, les reins, l'intestin, la peau, la rétine, vraiment tout organe est susceptible d'être infecté. En termes de symptomatologie, donc, vous avez un certain nombre de symptômes qui sont caractéristiques de la tuberculose, notamment ce qu'on appelle les 3A, anorexie, amaigrissement, asthénie, et la fièvre, et surtout les sueurs nocturnes. Vous ajoutez à cela, lorsqu'il s'agit de formes pulmonaires, de symptômes respiratoires, comme la toux chronique, des douleurs thoraciques, ou les crachats contenant du sang. Et pour les formes extrapulmonaires, ça dépendra essentiellement de l'organe touché. Point de vue épidémiologique, donc selon le dernier rapport de l'OMS de 2020, donc la tuberculose, c'était 10 millions de nouveaux cas en 2020 et près de 1,5 million de morts dû à la tuberculose, qui équivaut à peu près 4000 morts par jour. Donc c'est vraiment énorme. Justement, mis à part la Covid durant ces 2 dernières années, la tuberculose est la maladie, la principale cause de décès dû à un agent infection unique devant même le VIH, donc le sida. Pour ce qui est de l'Algérie, donc selon les derniers chiffres, donc en 2020 c'était 26 000 nouveaux cas, avec un taux d'incidence qui est à peu près entre celui de ses plus proches voisins, donc la Tunisie et le Maroc. Concernant le pathogène, donc Mycobacterium tuberculosis, en fait il s'agit d'un complexe. C'est le complexe Mycobacterium tuberculosis qui est fait de Mycobacterium tuberculosis sensu stricto avec 6 lignées, plus Mycobacterium africanum, donc qui sont les souches les plus adaptées aux humains, comme vous voyez ici, plus une lignée qui est adaptée plutôt aux animaux, dont le principal représentant est Mycobacterium bovis, même si ces souches peuvent également infecter l'être humain. D'un point de vue structure, donc, ce qui caractérise les mycobactéries, c'est leur paroi, notamment la paroi externe qui est riche en lipides, à peu près 60% de lipides, donc, notamment riche en acide mycolique, avec ses longues ramifications d'acide gras,
et de leurs dérivés qui sont vraiment des facteurs de virulence très très importants dans la pathogénèse de la maladie. Cette paroi est caractérisée par une forte hydrophobicité et c'est ce qui leur confère cette propriété d'acido-alcoolorésistance lorsqu'on fait une coloration. Et donc, pour les colorer, pour mettre en évidence, il leur faut une coloration spéciale, la coloration de Ziel-Nielsen à la fuchsine, donc avec cet aspect qui apparaît au microscope, ou une coloration, une alternative, c'est à l'oramine, qui donne cet aspect fluorescent des bacilles. Pour l'histoire naturelle, donc suite à une contamination par le pathogène, donc s'établit une infection, dont la majorité des cas, même si une petite minorité arrive à résister d'emblée à l'infection, mais leur proportion est vraiment difficile à estimer. Donc, dans le cas normal, l'infection s'installe et fort heureusement uniquement dans 5 à 10% se développe la forme active de la maladie. Fort heureusement, dans la majorité des cas, le système immunitaire arrive à contrôler l'infection et s'installe un équilibre entre le pathogène et l'hôte pour donner ce qu'on appelle la tuberculose latente, qui est l'issue la plus probable. Donc, d'un point de vue immunologique, qu'est-ce qui se passe? Donc, le pathogène, lorsqu'il rentre dans l'organisme, ce pathogène est porteur d'antigènes et de ce qu'on appelle des PAMP, des Pathogen Associated Molecular Patterns, qui seront reconnus par des récepteurs appelés PRR. Donc, par exemple, le macrophage reconnaît par un certain nombre de PRR d'endocytose, donc qui vont permettre leur phagocytose, l'internalisation, comme par exemple le récepteur du complément, le récepteur du mannose. Et vous avez d'autres PRR qu'on appelle de signalisation, notamment les TLR, qui vont déclencher plein de voies de signalisation pour justement développer toute la panoplie des réponses immunitaires des outils qui vont permettre l'éradication du pathogène. Donc concrètement, un macrophage reconnaît le pathogène par son PRR, il l'internalise donc au sein d'un phagosome, fusion avec le lysosome pour donner le phagolysosome, donc riche en enzymes. Ce pathogène va être découpé en petits morceaux, en petits antigènes qui vont être présentés par les molécules de CMH2 aux lymphocytes T CD4 de type 1, le TH1. Donc ils vont reconnaître l'antigène d'une manière spécifique grâce à leur TCR pour produire un premier signal d'activation. Un second signal d'activation est produit par les molécules de costimulation. Voilà. Et un dernier signal est délivré par les cytokines, pardon, notamment l'interleukine 12, donc qui va finaliser l'activation des lymphocytes, qui va de sa part aussi répondre en produisant une autre cytokine, l'interféron gamma, donc qui va elle aussi compléter l'activation du macrophage. Donc cette fixation d'interféron gamma va augmenter le processus de présentation antigénique. En synergie avec d'autres cytokines comme le TNF-alpha va produire un certain nombre de molécules bactéricides et amplifier la production d'interleukine 12 et donc un axe de coactivation s'établit entre le macrophage et les lymphocytes. D'autres lymphocytes, les lymphocytes cytotoxiques, les T8 cytotoxiques, participent aussi dans la lutte antituberculeuse par différents mécanismes qui vont pouvoir essentiellement éliminer les cellules infectées par le pathogène. D'autres lymphocytes aussi subsistent, lymphocytes non conventionnels, comme les T gamma delta ou les NKT. Donc tous ces effecteurs immunitaires se regroupent au niveau du foyer infectieux pour endiguer l'infection. D'accord? Donc vous avez les bactéries qui sont contrôlées par une première couche de macrophages et des couches successives de lymphocytes qui vont permettre de justement endiguer, piéger le pathogène pour qu'il ne puisse pas se propager. Et c'est pour ça que la forme latente se développe sans pouvoir l'éradiquer totalement, mais en empêchant sa dissémination. Donc au sein de ce granulome, il existe un équilibre entre les facteurs pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Et tant que c'est le cas, l'individu restera porteur d'une forme ITL, c'est-à-dire une forme latente. Tout déséquilibre dans un sens ou dans un autre entraînera une réactivation vers la forme active. Justement, c'est ce qui arrive à peu près à 5 à 15% des individus qui passent de la forme latente à la forme active. Alors, si on voudrait résumer un petit peu l'ensemble des individus infectés, il y a une petite minorité d'individus qui développent la forme active, c'est la face apparente de l'iceberg qui cache un énorme réservoir d'individus qui sont porteurs du pathogène mais n'ont aucun symptôme, donc porteurs de la tuberculose latente, et il est estimé qu'une personne sur 4 serait porteur du pathogène, et donc ce réservoir de latent alimente continuellement l'épidémie à travers la réactivation et le développement des formes actives qui est contagieuse.
En termes de facteurs de risque, donc selon le dernier rapport de l'OMS, les top 5 des facteurs de risque les plus associés à la maladie sont la dénutrition en tête de liste, hein, vraiment le plus important, l'HIV, l'alcoolisme, le tabagisme et en dernier lieu le diabète. En termes de diagnostic, donc beaucoup d'outils sont disponibles, notamment pour le diagnostic de la tuberculose active. Vous avez des méthodes assez classiques comme la microscopie, coloration diglycène qu'on a vu à l'instant, la culture sur milieu solide ou liquide mais qui est très lente, l'anapate avec l'aspect du granulome caséofolliculaire avec nécrose caséeuse est assez typique de l'infection tuberculeuse. Les outils moléculaires de PCR et de RT-PCR sont également des outils qui ont amélioré la performance de ces tests et l'imagerie beaucoup plus classique, que ce soit la radiographie ou le scanner qui est beaucoup plus performant, qui, par exemple, vous avez une illustration ici, qui met en évidence les cavitations pulmonaires chez un individu ayant une tuberculose pulmonaire. Tout ça, c'est pour la tuberculose active. Pour la tuberculose latente, nous disposons uniquement que d'outils de diagnostic immunologique qui détectent et mettent en évidence la réponse immunitaire à médiation cellulaire, dont on parlait tout à l'heure, soit par intradermoréaction, par injection de la tuberculine, et donc on attend l'apparition de l'induration qui est mesurée en millimètres, par des tests in vitro, notamment par les IGRA, qui sont des tests de stimulation de cellules sanguines par des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis, qui se suit par un dosage d'interféron. D'autres biomarqueurs sont également étudiés et en cours de validation, que ce soit des biomarqueurs en relation avec le pathogène, donc des composants de protéiques, génomiques, les ARN messagers, des marqueurs lipidiques ou des marqueurs liés plutôt à l'autre, des marqueurs immunologiques comme l'interféron gamma dont on vient citer à l'instant, ou d'autres biomarqueurs qui sont également en cours d'étude. On termine par le traitement, et donc première molécule ayant été développée, la streptomycine, 1947, et vous remarquez que son introduction a amélioré énormément le pronostic vital des malades tuberculeux, donc il y avait un risque de mortalité de 40 à 50% avant cela, puis grâce à ces traitements, donc ça a chuté à 5 à 10%, surtout avec l'avènement d'autres molécules antituberculeuses, dont les plus récentes, la bédaquiline et la dalanamide qui ont été validées par l'OMS en 2012. Donc le schéma thérapeutique qui est utilisé actuellement pour la tuberculose active, qui est à peu près le même dans le monde entier, donc est fait de deux phases, une phase de 2 mois qui est dite intensive et une phase d'entretien de 4 mois. Donc les 2 premiers mois, c'est 4 antituberculeux, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et tambutol, donc pendant 2 mois, plus 4 mois d'entretien fait d'isoniazide et de rifampicine. Pour l'Algérie, petite particularité peut-être, c'est que ce traitement que je viens de présenter est valable pour les tuberculoses pulmonaires et les tuberculoses extrapulmonaires sévères, alors que pour les extrapulmonaires moins sévères, comme les ganglionnaires, c'est 2 mois d'isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, donc sans éthambutol, plus encore une fois toujours les 4 mois d'isoniazide, rifampicine dans la phase d'entretien. Pour la tuberculose latente, donc il existe plusieurs schémas validés par l'OMS, qui va de 6 mois d'isoniazide au plus récent isoniazide rifapentine pendant 1 mois. En Algérie, c'est généralement 6 mois d'isoniazide qui sont prescrits. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce petit cours vous a été d'une grande utilité. Voilà, merci, au revoir.